Salut, bienvenue à l'ARMA numéro 4 pour les LAS, donc de Biostat. Aujourd'hui, du coup, mercredi 4 novembre, de 14h à 16h, vous allez avoir un lien Slido pour pouvoir poser toutes vos questions et il y a des tuteurs qui vous répondront. Donc moi, c'est Emma. Moi, c'est Alan. Moi, c'est Annelise. Et moi, c'est Salomé. Donc on va commencer par l'exo 1, donc je vais vous lire l'énoncé. Afin de se détendre entre les cours, Michel décide d'intégrer un groupe de musique. Parmi les camarades qui jouent avec lui, 60% d'entre eux font de la guitare et les autres font plutôt de la batterie. On cherche à étudier la probabilité d'avoir appris à jouer de son instrument soit seul ou soit en faisant du solfège. Donc au total, la probabilité d'avoir fait du solfège est de 60,4%. De plus, parmi ceux qui font de la batterie, 40% ont appris grâce au cours de solfège. Donc dans ces cas-là, l'idéal c'est de noter un peu toutes les informations importantes ou de surligner comme vous voulez dans votre énoncé pour avoir les informations majeures et que vous n'ayez pas à rechercher à chaque fois ce qui est important. Donc après on peut lire la question 1, donc quelle est la probabilité de ne pas avoir fait de solfège ? Et dans l'énoncé, on nous disait que la probabilité d'avoir fait du solfège c'est de 60,4%. Donc vu que c'est des événements opposés entre guillemets, il y a une formule dans le cours, c'est une des premières formules qui dit que c'est la probabilité ici de faire du solfège, c'est égal à 1 moins la probabilité de ne pas avoir fait du solfège et inversement. Donc pour calculer la probabilité de ne pas avoir fait du solfège, on va faire 1 moins 0, du coup 604 puisqu'on on retire le pourcentage, vous voyez. Donc on obtient 39,6%. Donc pour la première question. Voilà, après on peut passer à la deuxième question. Quelle est la probabilité que Michel ait fait du solfège, sachant qu'il joue de la guitare ? Donc pour cela, on va pouvoir construire un arbre de probabilité pour un peu se visualiser tous les événements et plus se représenter la situation. Du coup, à la lecture de l'énoncé, le mieux c'est de réécrire les informations importantes, comme je le disais. Donc là, on va noter que la P, la probabilité de faire de la guitare est de 0,68 et par complémentarité, entre guillemets, on peut calculer la probabilité de faire de la batterie puisqu'on sait que c'est complémentaire et que la somme des deux doit faire 1. Donc ça marche aussi pour ici et pour ici. Donc en gros, une fois qu'on construit l'arbre, il nous manque juste ces deux informations-là. Donc on se doute généralement que dans les questions, on va nous poser cette question-là pour déterminer. Et donc la question 2, on nous demande quelle est la probabilité que Michel ait fait du solfège, sachant qu'il joue de la guitare. Donc quand on regarde sur l'arbre, c'est cette probabilité qu'on cherche, puisque c'est la probabilité qu'il ait fait du solfège, sachant qu'il ait fait de la guitare. Donc le sachant que, il est toujours placé ici. Donc là, l'information qui va nous permettre de déterminer ça, c'est qu'on peut passer par le théorème des probabilités totales. Et donc on a la probabilité en tout de faire du solfège, qui est de 60,4%. Donc on peut faire cette équation-là. Donc on sait que la probabilité de faire du solfège est égale à la probabilité de faire du solfège et de la guitare, plus la probabilité de faire du solfège et de la batterie. Et donc quand on développe cette formule-là, on obtient ça, et pareil pour ça. Et du coup, pour la probabilité totale de faire du solfège, on sait que ça va être ça fois ça, plus ça fois ça. Et à chaque fois, ça va nous donner la probabilité de faire du solfège. Donc on peut déterminer ça avec cette formule, et après c'est une équation simple à résoudre où on a juste un inconnu et on passe ça de l'autre côté et on résout l'équation. Et donc là on obtient 70%. Donc voilà. Et une fois du coup on peut compléter dans l'arbre et mettre la probabilité, donc ici 70%, donc 0,7, et par complémentarité ici 0,3. Donc voilà, donc notre arbre est complet, donc on est bon pour ça. Donc on va passer à la question 3. Pour calculer la probabilité de chercher, quelle loi utilise-t-on ? Et donc la probabilité qu'on recherche, on cherche à déterminer la probabilité de faire de la batterie, sachant que le musicien a fait du solfège. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas confondre et confondre de la probabilité qui est déjà présente dans l'arbre et qui est la probabilité
de faire du solfège, sachant qu'on fait de la batterie. Là, c'est la probabilité inverse qu'on demande, et c'est la probabilité de faire de la batterie, sachant que le musicien fait du solfège. Donc le sachant que, ici, c'est pas le même que dans l'arbre, du coup on ne peut pas le déterminer grâce à ça. Donc il faut passer par le théorème de Bayes. Et donc pour ça, il y a une formule à apprendre par cœur. Donc elle est notée. Donc là, c'est la question 4. Parce que du coup, la question 3, c'est théorème de Bayes. Et donc pour la loi de Bayes, c'est toujours la même formule. Donc elle est à apprendre par cœur, honnêtement. Enfin, il n'y a pas de miracle. Donc la probabilité de faire de la batterie, sachant qu'on fait du solfège. En haut, il faut noter les deux événements avec le inter, et en bas, il faut mettre le sorte de petit indice qui est en bas. Donc pareil, là, on développe ça et on obtient ça. Et en mettant dans l'arbre, en regardant dans l'arbre, on a juste à compléter les informations et à mettre 0,32 fois 0,4 sur 0,604 et on obtient 21,3%. Donc en soi, ce calcul, il peut paraître un peu barbare parce que la formule est un peu compliquée, mais en soi, une fois qu'on a toutes les informations qui sont dans l'arbre, on n'a pas trop de difficulté à trouver ce résultat. Donc voilà. Donc, du coup, on va passer à l'exercice 2. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Des tuteurs ont voulu évaluer la durée de vie moyenne d'un surligneur utilisé par un étudiant en santé. Leur enquête montre qu'un surligneur a une durée de vie moyenne de 17,4 jours, avec un écart type de 5,2 jours. Donc, première question, quelle est la proportion de surligneurs qui ont duré 15,6 jours au maximum? Alors, donc d'abord, on va regarder un peu ce qui est important dans l'énoncé. Donc déjà, X, ça désigne le nombre de jours de vie d'un surligneur. Donc ça va suivre une loi normale, de moyenne 17,4 et d'écart type 5,2. Donc après, dans la question 1, on va nous demander en fait la proportion de surligneurs qui ont une durée de vie de 15,6 jours au maximum. Donc en fait, ça revient à faire P de X inférieur ou égal à 15,6. Donc on va devoir calculer ça. Donc pour ça, on va centrer et réduire. Donc ça va nous donner P de Z inférieur à 15,6 moins la moyenne, donc 17,4, sur l'écart type qui est égal à 5,2. Donc au final, on va trouver P de Z inférieur ou égal à moins 0,35. Donc du coup, on sait que la courbe de Gauss est symétrique, donc on va pouvoir dire que P de Z inférieur ou égal à moins 0,35, ça va être égal à P de Z supérieur ou égal à 0,35. Donc maintenant qu'on a notre probabilité, sous forme de P de Z supérieur à quelque chose, parce que ça c'est important pour pouvoir le chercher dans la table après, on va pouvoir donc aller le chercher dans la table de la loi normale. Donc en cherchant dans la table, on se rend compte en fait que ça va être égal à 0,363. Donc ça, du coup, ça va être notre résultat pour la question 1. Donc ensuite, on va passer à la question 2. Donc quel est le pourcentage de surligneurs qui ont une durée de vie comprise entre 15 et 19 jours? Alors, donc en fait là, on va procéder de la même manière que la question précédente. Donc c'est-à-dire qu'on va centrer et réduire. P de X compris entre 15 et 19, ça va être du coup pour le 15, on va faire 15 moins 17,4 qui est notre moyenne, divisé par notre écart type qui est 5,2. Donc là, Z, parce qu'on a centré et réduit. Et ici, pareil pour le 19, 19 moins 17,4 sur 5,2. Donc au final, on va trouver que notre probabilité donc, est comprise entre moins 0,46 et 0,31. Donc du coup, après, on va pouvoir s'aider de la courbe de Gauss. Et on s'aperçoit du coup que P de moins 0,46, P de Z, compris entre moins 0,46 et 0,31, ça va être égal à 1 moins P de Z inférieur à 0,46 moins P de Z supérieur ou égal à 0,31. Donc, pareil que pour la question 1, on voit que P de Z inférieur ou égal à moins 0,46, c'est égal à P de Z supérieur à 0,46. Donc 1 moins P de Z inférieur à 0,46 moins P de Z supérieur ou égal à 0,31. Du coup, on va calculer tout ça. Donc on va regarder les probabilités aussi, pareil, dans la table de la loi normale. Et du coup, on va trouver que P de Z supérieur ou égal à 0,46, ça va être égal à 0,323.
Et P de Z supérieur ou égal à 0,31, ça va être égal à 0,378. Donc du coup, on fait 1 moins 0,323 moins 0,378, ce qui va être égal à 0,299. Donc on va dire que c'est à peu près égal à 0,30. Donc maintenant, la dernière question, question 3. On va chercher la valeur du nombre réel positif y, tel que P de 17,4 moins y, enfin tel que P de x soit compris entre 17,4 moins y et 17,4 plus y. Il faut que tout ça soit égal à 0,82. Alors, donc pareil, il faut centrer et réduire comme les deux questions précédentes. Donc on va procéder de la même manière. On va faire 17,4 moins y moins la moyenne, donc 17,4, sur l'écart type 5,2. Et on fait la même chose pour le 17,4 plus y du coup. Donc on va se rendre compte que les 17,4 peuvent s'éliminer ici et ici. Donc on va se retrouver avec moins y sur 5,2 et ici y sur 5,2. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la courbe de Gauss est symétrique. Donc on va pouvoir dire que P de Z inférieur ou égal à moins y sur 5,2 est égal à P de Z supérieur ou égal à y sur 5,2. Du coup, je vous rappelle que donc, P de Z compris entre moins y sur 5,2 et y sur 5,2 est égal à 0,82. Donc on peut en déduire que 1 moins 2 fois P de Z supérieur ou égal à y sur 5,2 égale 0,82. Donc là, j'ai mis le 2 fois parce qu'on a dit que les deux étaient égaux. Donc ensuite, je fais passer mon 1 de l'autre côté, donc ce qui nous donne moins 2 fois P de Z supérieur ou égal à y sur 5,2 moins 0,18, donc c'est juste le 1 moins 0,82. Et ensuite, on fait donc, passer aussi le 2 de l'autre côté, enfin, on divise le moins 0,18 par moins 2, donc, ce qui va nous donner un résultat, donc 0,09. Donc ensuite, maintenant il faut regarder dans la table des fractiles de la loi normale, donc c'est pas la même que tout à l'heure, pour pouvoir calculer y. Donc on va regarder donc, à quoi correspond 0,09 dans la table. Donc en regardant dans la table, on s'aperçoit que ça fait 1,341. Donc alors on va obtenir l'égalité y sur 5,2 qui va être égal à 1,341 du coup. Donc on résout l'équation, donc y égale 6,97. Donc du coup notre résultat, on doit l'expliquer, l'interpréter. Donc on reprend, donc 0,82 égale donc P de x compris entre 17,4 du coup moins notre 6,97 qu'on a trouvé juste au-dessus et 17,4 plus notre 6,97. Donc ça va donner P de Z qui est compris entre 10,43 et 24,37. Donc on peut dire que 82% des surligneurs ont une durée de vie comprise entre 10,34 et 24,37 jours. Donc voilà. Alors du coup, on se retrouve pour faire l'exercice 3. Donc comme vous le voyez, on a un énoncé qui est assez conséquent, donc on va le lire ensemble. En France, dans la population, on choisit de tirer au sort un échantillon de 28 personnes afin de déterminer le nombre de médicaments X qu'une personne peut prendre au cours d'une semaine. Par ailleurs, on sait que la moyenne du nombre de médicaments pris dans une semaine s'élève à 4,5 et que la variance est de 0,5. On cherche à réaliser un test en sachant que la variable X suit une loi normale. Donc alors, dans la première question, on nous demande quel type de test c'est. Alors, la question qu'il faut se poser déjà, c'est genre, est-ce que c'est une moyenne, une répartition? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un grand échantillon, d'un petit échantillon? Et du coup, on va regarder ça dans l'énoncé, tout simplement. Et donc, déjà, on voit qu'on a un échantillon de 28 personnes, donc ça, c'est intéressant. Et on nous parle de moyenne. Donc déjà, à partir de là, on peut peut-être se dire que c'est un petit échantillon, et du coup que ça nous intéresse au niveau, qu'on va faire sûrement un test de comparaison de moyenne, ou alors un intervalle de confiance ou de fluctuation de moyenne. Et donc il y a un truc qui est hyper important aussi dans ce genre d'exercice, c'est de voir si on part d'un résultat d'une population pour justement rechercher une probabilité dans un échantillon, ou alors inversement, qu'on parte d'un échantillon et qu'on essaye de rechercher le résultat dans la population. Ici, on nous donne clairement toutes les infos qui sont dans la population. Donc,
quand on part d'une population générale et qu'on veut transposer un échantillon, on est clairement dans le cadre d'une fluctuation. C'est vraiment la définition même, il faut l'apprendre, c'est très important. Et du coup, l'autre cas, donc, qui ne nous intéresse pas dans cet exercice, mais je pense que c'est important de le noter, c'est quand on part d'un échantillon et qu'on veut le transposer au niveau de la population générale, là, c'est un intervalle de confiance. Et le petit moyen mémotechnique, en gros, c'est, on se dit, on fait confiance à l'échantillon, du coup, on va transposer à la population, c'est pour ça qu'on serait dans le cadre d'un intervalle de confiance. Mais ici, du coup, c'est l'inverse, donc on est bien dans le cadre d'un intervalle de fluctuation, normalement, d'une moyenne sur petit échantillon. Et du coup, l'intervalle de fluctuation, est-ce qu'il est bien à 95% ? Du coup, on nous donne aucune info au niveau de l'énoncé, donc de base, on a un alpha qui est égal à 5%. C'est vraiment une définition qu'il faut savoir aussi. C'est un petit tips, quoi. Quand on ne nous donne pas un alpha au niveau d'un exercice, on considère que c'est 5%. Donc forcément, l'intervalle de fluctuation est par définition à 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins 5%, ce qui nous donne le 95%. Donc les bonnes réponses sont D et E. Au niveau de ce test, on a dit que c'était un intervalle de fluctuation d'une moyenne sur petit échantillon. Alors donc, on a deux conditions de validité à respecter. On a n inférieur à 30 et x suit une loi normale. Ça vraiment, c'est les deux conditions de validité qu'il faut respecter dans le cadre de notre test. Donc, ici, clairement, on voit que du coup, la A n'est pas bonne, vu que les conditions de validité ne sont pas respectées car n inférieur à 30, si elles sont respectées. Les conditions de validité pour la B sont respectées car x suit une loi normale, c'est un de nos 2 points. Il n'y a pas de condition de validité, si, il y en a tout le temps. La valeur seuil se lit dans la table de la loi de student, non, normalement c'est dans la table de la loi normale. Et aucune des réponses, si, vu qu'on a dit que la B était bonne. Donc voilà. Maintenant, forcément, qui dit test dit formule. Ça, c'est clair et net. Vous devez les connaître aussi. Là, du coup, on est dans le cadre d'un intervalle de fluctuation. Donc déjà, tout ce qui est IC, on supprime. Donc il nous reste la A et la C. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Déjà, on nous parle de moyenne avec mu. Du coup, c'est bon. Plus ou moins un z alpha sur 2. On a dit qu'on était dans la table de la loi normale, du coup c'est bon. Et ensuite, très clairement, on remarque que ça et ça, c'est la même chose. Et par définition, la formule de l'intervalle de fluctuation, c'est toujours égal à cette formule ou cette formule, étant donné que là, on a la variance. Et que la variance, si on la met du coup à la racine carrée, ça nous donne notre écart type. Donc en gros, la A et la C, ce sont exactement les mêmes. Donc normalement, les bonnes réponses sont la A et la C. Et donc alors, concernant cet intervalle, maintenant, on va le calculer forcément, sinon ça ne sert à rien. Donc on nous propose des valeurs, et puis tout simplement, on va prendre notre formule, remplacer dans la formule les différentes lettres, du coup, avec les valeurs qu'on nous propose. Ici, du coup, on avait une moyenne de 4,5. Un z alpha sur 2 égale à 1,96 qu'on trouve dans la table des fractiles de la loi normale. On a une variance de 0,5, donc il faut faire attention. Il ne faut pas confondre variance et écart type. Variance, c'est toujours au carré, et du coup, écart type, en gros, l'écart type, si on nous l'avait donné, on aurait mis la racine carrée que sur le 28, et pas au niveau du numérateur. Et du coup, le 28, normalement, c'est le nombre de personnes dans l'échantillon, ce qui nous donne ces deux bornes, 4,24 et 4,76. Et donc voilà, normalement c'était la réponse D. Donc c'est parti pour l'exercice 4. En France, après de nombreuses études, on a estimé que 36% des personnes préfèrent le bleu au rouge. 275 étudiants ont été tirés au hasard au PFRS. Parmi eux, 162 ont affirmé qu'ils préféraient le rouge. On souhaite comparer les étudiants à la population française. On prendra alpha égale 5%. Donc déjà, on va essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on regarde dans l'énoncé et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une population générale en France. Après de nombreuses études, 36% des personnes préfèrent le bleu au rouge. Du coup, ça veut dire que ça, c'est la population générale. Et d'un autre côté, on a des étudiants. Donc,
là, on a un échantillon de 275. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer un échantillon à une population générale. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en fait comment ils sont répartis en fonction de s'ils préfèrent le bleu ou le rouge. Et ici, on voit bien du coup que ça va être un test de comparaison de répartition observée à théorique. Parce qu'on compare un échantillon à une population et effectivement, on peut les répartir dans un tableau entre ceux qui préfèrent le bleu ou le rouge. Donc, quelle hypothèse on va pouvoir faire? L'hypothèse H0, c'est toujours une égalité. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans la population et ceux qui sont dans l'échantillon vont être répartis de la même manière entre ceux qui préfèrent le bleu et le rouge. Donc les étudiants de l'échantillon préfèrent le bleu, ça on peut l'éliminer direct parce que on compare rien du tout, on prend juste ceux de l'échantillon. Celle qui est la numéro C, on peut l'éliminer direct aussi parce que c'est la même chose que la A. Et ensuite, les étudiants de l'échantillon préfèrent autant le bleu que la population. Effectivement, ici, on montre que les étudiants de l'échantillon préfèrent autant, donc ça veut dire une égalité, avec la population. Donc, la B est bonne. S'ils préfèrent autant le bleu, mais aussi autant le rouge, et ben on peut aussi dire pour le rouge. Donc, la D est bonne. Et la E est pas bonne parce que des réponses sont exactes. Ok, maintenant on va calculer l'indice de ce test. Donc, tout d'abord, ce qu'on commence toujours par faire, quand vous avez votre énoncé, c'est beaucoup plus simple de voir les valeurs quand elles sont sous forme d'un tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout d'abord les valeurs de la population, donc PI. Et on va mettre que 36%, ça c'est juste dans l'énoncé, 36% préfèrent le bleu, du coup, on en conclut que c'est 64% pour le rouge et 100% au final. Pour observer, donc ceux qui sont sur l'échantillon, on a 162 personnes qui préfèrent le rouge, on avait 275 personnes qu'on a interrogées au total, donc on en déduit qu'il y en a 113 qui préfèrent le bleu. Pour calculer les CI, on va faire la PI fois 275. En fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est savoir si on avait autant de personnes dans la population que dans l'échantillon. En fait, ça représenterait combien de personnes dans l'échantillon. Donc là, si on a 36% de 275 personnes, et ben, ça nous donnerait 99. Pareil pour le 64% de 275, ça nous fait 176. Et du coup, on trouve bien 96 et 176. Ici, tous les CIJ sont supérieurs à 5. Donc du coup, on va être sur un test de comparaison de répartition observé à théorique sur grand échantillon. Donc notre petite formule, c'est celle-là. Somme des OIJ moins CIJ, le tout au carré, divisé par CIJ. Et du coup, en fait, il nous suffit de prendre les différentes cases du tableau et de les mettre. Donc 173 moins 99 au carré sur 99 et 162 moins 176 au carré divisé par 162. Et donc, en faisant notre formule, on trouve bien 3,09. Donc, quel est le seuil et la table utilisée pour ce test? Donc, le seuil et la table, en fait, on va la trouver dans la table du Qui2. Pour les tests de comparaison de répartition, c'est toujours la table du Qui2. Même si c'est un petit échantillon ou si c'est un grand échantillon, ça ne change rien, c'est Qui2. Donc, on regarde dans la table du Qui2 à 1 DDL. Pourquoi 1 DDL? Parce que c'est observé à théorique. Observé à théorique, c'est toujours 1 DDL parce qu'on fait nombre de lignes moins 1. Donc, nombre de lignes, on en a 2. Moins 1, ça fait 1. Fois nombre de colonnes, il y en a 2. Moins 1, ça fait 1. Et 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Donc, 1 DDL. Et quand on fait ça, donc on regarde à 1 DDL et 5% pour alpha égale 5%. Et on trouve 3,841. Ça, c'est une valeur que vous devez connaître parce qu'on l'utilise très souvent.
quelle est la précision de ce test? Alors, pour la précision, on va regarder toujours dans la même ligne de la table qu'on a regardée. Donc là, ça va être dans la table du Ki2 à 1 ddl. Et quand on regarde à 1 ddl, on va encadrer la valeur du test qu'on a trouvé. Donc là, on trouvait 3,09 et on va l'encadrer entre les deux valeurs les plus proches sur la ligne. Et ensuite, on regarde quelles sont les valeurs de alpha. Et on va prendre la plus grande valeur de alpha parce que on prend la plus grande. Donc ici, on trouve 0,10. Donc c'est parti pour l'exercice numéro 5. Donc là, on va faire un exercice sur les erreurs. Donc, à quand un sondage a été mené afin de connaître l'avis des étudiants sur le couvre-feu? On a alors calculé que 69% des étudiants désapprouvaient cette mesure. Ici, 69% des étudiants, ça veut dire les étudiants en général. On ne précise pas que c'est des étudiants, par exemple du PFRS, en L2, en L3, etc. Donc là, ça va être notre population générale. Il y a 69% des étudiants qui ne veulent pas des mesures du couvre-feu. Des tuteurs se sont alors demandé si ce pourcentage était également valable pour les étudiants en L2 médecine. Là, on regarde du coup sur un échantillon. Ou si ces derniers avaient un ressenti tout autre que la population générale des étudiants. Ils ont donc interrogé 29 de ces étudiants. Parmi eux, 51% désapprouvent la mise en place du couvre-feu. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on se dit « Ah bah tiens, les L2 médecine, ils sont plus favorables au couvre-feu que les étudiants en général. » Parce que 51%, c'est inférieur à 69%. Les tuteurs concluent donc que les L2 médecine sont significativement moins opposés à cette mesure que l'ensemble des étudiants canés. Cependant, quelques jours plus tard, paraît un nouveau sondage mené cette fois sur la totalité des étudiants en L2 médecine et qui a apporté la conclusion suivante. En réalité, 87% d'entre eux sont opposés au couvre-feu. Néanmoins, la différence avec la moyenne des étudiants est encore une fois significative. Et on prendra un risque alpha à 5%. Donc là, on va se demander de quel type d'erreur il s'agit. Donc ici, on a vu que au début, on pensait que c'était significativement différent parce que les L2 médecine étaient plus favorables au couvre-feu que la totalité des étudiants. Or après, on nous dit quoi? On nous dit que 87% en fait sont opposés à cette mesure de couvre-feu. Donc en fait, c'est dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser une erreur gamma. Donc c'est conclure effectivement que c'est faux, qu'il y a bien une différence significative, mais dans le sens inverse. Et ça, c'est l'erreur gamma. Alors, comment on va calculer cette valeur? La grande question. Alors, déjà, on va commencer par calculer NP et NQ pour savoir si c'est bien supérieur à 5. Ça, c'est les conditions de validité. Ensuite, ce qu'on va faire, on fait toujours pareil. Donc, du coup, en fait, ce qu'on va essayer de chercher là, c'est quelles sont les valeurs qui sont en fait les bornes de H1. Donc, H1, c'est la deuxième courbe qui est ici, et là, c'est H0. Et là, ça va être les valeurs qui sont comprises entre ici, donc tac, jusqu'à ici, alpha sur 2. Donc tout ça, c'est notre intervalle. Et en fait, on va essayer de trouver ces deux valeurs-là. Donc, on fait un intervalle de fluctuation avec les valeurs qu'on avait juste ici, le pourcentage qu'on avait donné dans l'énoncé au tout début, et on trouve 0,522 et 0,858. Ensuite, on va calculer gamma. Comment on va calculer gamma? Ça va être la probabilité que ce soit en dessous de cet intervalle. Donc, à l'extérieur, ici, mais en dessous, donc 0,522. Quelle est la probabilité que quand on interroge des étudiants, ils soient en dessous de l'intervalle qu'on avait calculé pour dire que les étudiants étaient ou non favorables au couvre-feu?
Donc ici, on avait bien calculé que 51% des étudiants n'étaient pas favorables. Il n'est pas compris dans notre intervalle. 51% c'est bien ici. Et donc, quelle est la probabilité en fait que, effectivement, on se retrouve en dessous, alors que dans la réalité, normalement, on devrait être au-dessus. Donc, ici, on va bien faire une erreur gamma, donc en dessous. On va calculer du coup la probabilité que ce soit inférieur à 0,522, mais sous H1. Ici, on va changer la valeur de petit p qu'on avait ici. C'est bien le petit p H1. C'est la nouvelle valeur qu'on nous a donnée dans l'énoncé. Donc, on met bien 0,87 et on va trouver du coup, en faisant centrer réduire, on va trouver moins 5,572 et pour le chercher dans notre table, il faut que notre z, faut qu'on soit sous la forme de z supérieur à quelque chose. Donc on va changer et comme là c'est un moins, on va juste enlever le moins parce qu'on fait l'inverse. Et quand on cherche dans la table, on trouve 10 puissance moins 7 gamma et 10 puissance moins 8. On encadre la valeur parce que c'est une valeur trop grande, sinon on n'a pas une valeur exacte. Donc on va commencer l'exercice 6, donc je vais vous lire l'énoncé. Au moment d'Halloween, les incroyables tuteurs de Caen décident de se scinder en 2 groupes bien distincts afin de vendre des sachets de bonbons Biostat. À chaque tuteur est attribué un sachet de bonbons. Dans le premier groupe, composé de 54 tuteurs, 29 sachets sont vendus. Dans le second, composé de 62 tuteurs, 45 sont vendus. On cherche à savoir s'il y a une différence significative entre la vente de bonbons Biostat par les tuteurs du premier groupe par rapport à celle du deuxième groupe. On considère que le risque est de 5%. Question concernant l'hypothèse H0. Donc ici, on nous demande quelle hypothèse est H0 et on a plusieurs propositions où on se rend compte que ici, on nous demande si la différence est significative et là, elle ne le serait pas. Donc il faut bien comprendre que quand on nous demande H0, peu importe le résultat du test au final et tout ça, il faut juste se dire que H0, à chaque fois, les 2 événements sont joints entre guillemets. Donc par exemple, ici, on considère qu'il n'y a pas de différence significative au début et après on va calculer avec l'indice et comparer par rapport au seuil. Et si l'indice est supérieur au seuil, là on va pouvoir dire en vue de cette différence, la différence est significative. Mais au début, il faut partir du postulat entre guillemets que la vente des bonbons dans les 2 groupes est égale pour pouvoir, grâce au test, savoir si c'est vrai ou c'est faux. Donc H0, les 2 événements, donc ici les 2 groupes, c'est toujours égal. Et dans les exercices que vous avez, dans les types d'exercices, c'est tout le temps la même chose. Franchement, dès que vous voyez hypothèse H0 et différence significative, à chaque fois ça part. Et donc ici, c'est la réponse A qui est bonne. Et après, faut faire attention avec la C et la D, parce que quand on voit un énoncé comme celui-là, ça peut être vite fait de se dire là on voit qu'il y a plus de vendus, plus d'invendus, et de se dire c'est sûr que s'il y a une différence significative, c'est ce groupe-là qui est supérieur à l'autre, entre guillemets, par rapport ici au groupe 2 et au groupe 1. Mais il faut bien comprendre que quand il y a des exercices comme ça, on détecte une différence significative ou non significative, mais on n'est pas capable de dire si cette différence elle va dans quel sens. Donc si c'est le groupe 2 qui est significativement plus important entre guillemets que le groupe 1 ou inversement. C'est pour ça que les deux d'après sont fausses, alors qu'on pourrait tenter d'en mettre une de vraie au vu des résultats. Donc là c'est peut-être pas flagrant, mais il y a des exercices où vraiment, par exemple, on va être avec un médicament qui va réduire un nombre de... je recommence. Par exemple, si on a des exercices avec un médicament qui va réduire les effets d'une maladie, par exemple, on va voir que si le médicament est efficace ou non, du coup, par exemple, là, ça va être hyper facile de se dire c'est le médicament qui fait une différence significative et qui est meilleur, entre guillemets. Mais il faut vraiment se dire que le but de ces exercices, c'est pas de déterminer lequel est le mieux, entre guillemets, ou le plus fort, ou bref, c'est de déterminer s'il y a une différence significative ou non entre les deux. Donc c'est pour ça que la C et la D sont fausses et que c'est la première qui est vraie. Voilà.
Donc question 2. Concernant le test à utiliser. Donc ici, il y a 2 questions primordiales qu'il faut se poser. Tout d'abord, c'est savoir parmi les répartitions si elle est indépendante ou appariée, et savoir si c'est un grand ou un petit échantillon. Donc là, c'est plutôt c'est assez simple. Il y a des exercices où c'est plus dur de déterminer si c'est indépendant ou apparié. Mais globalement, quand c'est apparié, c'est écrit dans l'énoncé. Et là, vu qu'on nous dit clairement qu'il y a le groupe A et le groupe B, avec dans chacun des groupes un nombre exact de tuteurs et tout, faut se dire que globalement, c'est indépendant parce qu'il n'y a pas vraiment de lien évident entre les deux groupes. Donc c'est assez... faut se dire que c'est indépendant. Donc après, il faut savoir si c'est le grand échantillon ou le petit échantillon. Et pour les exercices de répartition, on a la particularité Enfin, c'est pas comme les conditions de validité, comme les tests que vous avez appris en début d'année. Il faut calculer un CIJ. Et à partir de CIJ, on va avoir différentes conditions de validité qui vont faire que soit c'est un grand échantillon ou soit c'est un petit échantillon. Donc pour calculer le CIJ, ce qui est idéal, c'est de faire un tableau comme celui-ci, où on reprend toutes les valeurs de l'énoncé et on se dit groupe 1, groupe 2, et vendu et invendu. Donc moi, pour éviter de me tromper dans les énoncés, je mettais souvent les événements ici et les groupes ici, et pour éviter d'inverser et de ne pas trop savoir ce que je mets dans quel sens, etc. Donc voilà, et c'est important aussi de mettre le total, que ce soit pour les exercices de répartition observée théorique ou de 2 répartitions observées, parce que ça va nous permettre de calculer le CIJ. Donc on remplit le tableau assez simplement en mettant les totaux. Et après, pour calculer le CIJ, il faut faire, par exemple, si on prend les 29 tuteurs, donc qui sont vendus et qui font partie du groupe 1, il faut prendre la somme totale des personnes, des tuteurs du groupe 1, fois la somme totale des vendus, divisé par le nombre total de tout ce monde-là, en gros. Donc après, ça peut faire un truc assez graphique. Moi, je me disais, je réfléchis pas trop, mais je voyais que si je voulais calculer le CIJ de cette case-là, c'était la somme là fois ça divisé par ça. Si on veut faire celui-là, c'est ça fois ça divisé par ça. Pareil, celle-là, c'est ça fois ça divisé par ça. Enfin, vous voyez, c'est assez schématique, entre guillemets. Et une fois qu'on a compris le système, ça va assez vite. Donc, on calcule pour les 4. Et donc dans les conditions de validité, faut voir que si le CIJ, ils sont tous supérieurs à 5, c'est un grand échantillon, donc c'est le cas ici parce que on n'a que des chiffres supérieurs à 5. Si les CIJ sont entre 3 et 5, là on va être dans le cadre d'un petit échantillon. Et par contre, s'il y en a un qui est inférieur à 3, dans ce cas-là, les conditions de validité ne sont pas validées. Et on peut pas conclure et ça sert à rien de continuer l'exercice. Donc ici, on est dans le cadre d'un grand échantillon. Donc c'est pour ça qu'à la question 2, on peut répondre la A et dire que c'est une comparaison de 2 répartitions observées indépendantes sur grand échantillon. Donc voilà, donc on passe à la question 3. Donc concernant l'indice. Après, pour calculer l'indice, il faut reprendre les valeurs du tableau avec les CIJ. Et c'est une formule, clairement, elle est un peu difficile à apprendre. Mais pareil, c'est assez schématique et une fois qu'on a compris ce système, c'est plus facile à faire. Donc là, elle semble un peu barbare, mais au final, voilà. Et du coup, pour calculer l'indice, on reprend les 4 cases. Et on fait donc la valeur initiale moins le CIJ de cette case-là, entre guillemets, en valeur absolue que l'on met au carré, divisé par le CIJ. Donc ça fait entre parenthèses ça moins ça, divisé par ça, et avec au numérateur un carré. Ce qui est exactement ce qui est écrit ici, donc c'est plus simple là. Et il faut faire la même chose pour toutes les cases. Généralement, ça ne rentre pas tout dans la calculette, donc c'est un peu chiant, mais il faut diviser en 2. Du coup, quand on reprend le calcul de l'indice, il faut faire le OIJ moins le CIJ au carré divisé par le CIJ, donc c'est exactement les valeurs qu'on a dans le tableau. Et il faut le faire pour les différents groupes et événements qui sont présents dans le tableau. Donc ça donne 4 groupes, enfin 4 blocs entre guillemets. Et après, donc on les met tous dans la calculette. Ce qui est très chiant, c'est que généralement ça rentre pas tout, donc faut faire. Moi, au milieu, je faisais
je faisais égal et puis je mettais la suite du calcul pour que ça rentre dans la calculette. Et après, on trouve l'indice qui est de 4,45. Donc après, faut se demander quelle table on utilise et quel seuil va... Enfin, par rapport... Pardon. Après, on se demande avec quelle table faut utiliser et donc avec quel seuil on va comparer notre indice. Donc là, notre indice est de 4,45 et pour les tests de répartition, c'est toujours la table du qui 2 et c'est généralement 3,841 puisque c'est toujours, vu qu'il y a toujours deux groupes et que c'est le nombre de groupes moins 1 pour savoir où est-ce qu'on se trouve dans la table, c'est quasiment toujours 3,841 et donc c'est le cas ici. Donc on peut voir que l'indice est supérieur au seuil. Donc on peut rejeter à 0 et dire que la différence est significative. C'est pour ça que la D est vraie et que du coup la réponse pour l'indice était la B. Donc voilà. Et après on passe à la question 4. Quel est le degré de signification ? Donc ça peut être une question un peu compliquée, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est plus facile. Donc là il y a une explication très détaillée, mais les diapositives seront disponibles, donc je ne vais pas vous dire exactement ce qui est dit, mais je vais vous expliquer la même chose. Du coup, quand on a ça, ce qui est important, c'est de reprendre sa table stat. Donc c'est la table du qui 2, toujours pour les répartitions. Et comme je le disais, on est à DDL 1, parce qu'il y a que deux groupes, donc 2 moins 1, ça fait 1. Et le risque était à 5%, comme c'est écrit dans l'énoncé, donc on était là. Et après, il faut trouver notre indice dans cette ligne-là. L'objectif, c'est de trouver les bornes, entre guillemets, de son indice. Et donc là, on voit que c'est entre 0,05 et 0,025. Du coup, pour déterminer laquelle des deux valeurs c'est, puisqu'on a déterminé que les deux bornes c'était entre 5% et 2,5, donc la valeur c'est toujours celle qui est la plus grande qu'il faut prendre, puisque ça englobe un peu le tout. Et si par exemple, vu qu'on sait que notre indice est entre les deux, si on prend la plus petite valeur, il y a des risques qu'il y ait comme une erreur. Donc on ne sait jamais, on préfère prendre la plus grande valeur pour être sûr que ce soit vrai en tout temps, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que c'est 5%. Et il faut faire attention dans vos cours, ou par exemple pour la loi normale, où la courbe est symétrique, pour trouver le degré de signification, il va falloir des fois multiplier par 2 par rapport à ce qu'on avait trouvé. Mais ici, quand on voit que la courbe elle n'est pas symétrique, on ne multiplie jamais par 2, donc c'est pour ça que ici c'est 5% et pas autre chose. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le dernier exercice, l'exercice 7. Donc pareil, on a encore un énoncé qui est assez conséquent, donc je vais vous le lire. Le tutorat santé de Caen est une association qui a pour but d'aider les étudiants en première année qui se destinent aux filières de la santé. Chaque année, les tuteurs accumulent de nombreux renéos de retard car ils se donnent corps et âme pour le tutorat et passent le reste de leur temps à jouer aux cartes au bureau du tut. Cependant, de nouveaux tuteurs disent qu'au second semestre, ils ont moins de retard dans leur renéo car ils s'y prennent plutôt qu'au S1. D'autres tuteurs ne sont pas convaincus de ce que racontent leurs camarades. Ils décident donc d'additionner l'ensemble des renéos de retard à l'approche des partiels notés X d'un groupe de 12 tuteurs au S1 et au S2. Donc là, on va chercher à savoir si le nombre moyen de renéos de retard par tuteur est différent selon le semestre de l'année. Donc très clairement, on voit que c'est nombre moyen. Du coup, on se dit que ça va être une comparaison de moyenne. C'est sur deux périodes différentes et puis on a le même groupe. Donc très clairement, c'est une comparaison de deux moyennes observées, mais d'échantillons appariés. Parce que ça va être le même échantillon qu'on va prendre à un temps T, à un temps T1 du coup, c'est-à-dire le semestre 1, puis à un temps T2, le semestre 2. Et pour savoir si c'est un grand échantillon ou un petit échantillon, on se base sur le nombre de personnes dans l'échantillon. Ici on en a 12, du coup on voit clairement qu'on est dans le cadre d'un petit échantillon. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut se dire à la lecture de l'énoncé. Et donc voilà, on nous donne les différentes valeurs qu'on va pouvoir utiliser sûrement dans les questions qu'on va nous poser plus tard. Donc question 1. Quel est le test qu'il faut utiliser dans cet exercice ? Quelle est la formulation de l'hypothèse nulle H0 ? Quelles sont les conditions de validité de ce test ?
Donc déjà, on l'a un peu répondu déjà à la lecture de l'énoncé. Donc on cherche à savoir si le nombre moyen de rené ou de retard est différent entre le premier et le second semestre. Donc là, on voit clairement voilà, qu'il y a un lien entre nos deux moyennes et qu'avec un même groupe, on va avoir deux valeurs différentes. C'est pour ça qu'on est dans le cadre d'un test de comparaison de deux moyennes observées d'échantillons à parier. Donc voilà, après c'est un peu plus détaillé ici, je ne vais pas vous le lire, sinon je vais me répéter. Et donc l'hypothèse nulle H0, comme l'ont dit mes deux camarades juste avant, c'est qu'on montre du coup qu'il n'y a pas de différence en fait entre la première partie de notre test et la seconde partie. Donc ici en gros, mu d, ça veut dire est-ce que genre on a une différence ou pas. Donc quand ça c'est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas de différence. Donc ça sera du coup notre hypothèse nulle H0 pour montrer qu'il n'y a pas de liaison entre les variables x et y. C'est ce que je viens de dire mais sous forme mathématique. Et donc les conditions de validité de ce test sont x suit une loi normale dans la population étant donné que notre n de notre échantillon en gros il est inférieur à 30. Donc question 2, calculer l'indice statistique mesurant l'écart sous H0. Donc c'est le calcul de l'indice statistique de notre test. Donc pour ce test, on met T. Pourquoi? Parce que T, en gros, ça va suivre une loi de Student. C'est une des particularités de ce type de test, étant donné qu'on est sur petit échantillon, encore une fois. Et donc c'est égal à MD, c'est-à-dire la différence des moyennes, divisé par la variance de la différence, divisé par N, le tout sous une racine carrée du coup. Donc on a T qui suit une loi de Student à N-1, donc vu que notre N égale 12, on est à 11 ddl. Et donc en gros, il va falloir qu'on calcule ça et ça avec les informations qu'on nous donnait au début de l'exercice. Donc on nous disait que la somme des différences c'est égal à 37, notre N il est égal à 12, donc voilà, à partir de là on trouve notre moyenne de la différence qui est égale à 3,08. Et ensuite on doit calculer notre variance de la différence, donc avec une formule qui est un peu barbare. Mais en fait à chaque fois que vous devez utiliser une formule pour calculer la variance, c'est toujours la même. Ça va être toujours 1 sur n-1 fois, entre parenthèses, du coup là c'est la somme de nos différences au carré, moins la somme de nos différences, le tout au carré, divisé par n. Donc là, bien faire attention de ne pas confondre ces deux trucs. C'est vraiment différent. Si vous les inversez, ça ne fonctionne absolument pas au niveau du calcul de la variance. Du coup, après, on remplace toutes nos valeurs avec ce qu'on a dans l'énoncé. Et puis, ça nous donne une variance de la différence de 18,81. Donc maintenant, on peut calculer notre indice statistique T. Et du coup, on remplace, on met notre 3,08, 18,81 et 12, et ça nous donne 2,46. Donc, question 3, on va déterminer le seuil pour ce test. Donc, on a dit que déjà, c'était dans la table de Student pour alpha divisé par 2 et n-1 ddl. Donc ici, du coup, on a un alpha qui est égal à 5%, donc c'est pour ça qu'on met le 0,05 divisé par 2, et un n-1 ddl, donc c'est-à-dire qui était égal à 11, étant donné qu'on a toujours notre n qui est égal à 12. Et quand on le lit au niveau de la table de Student, ça nous donne normalement 2,201. Question 4. Quelle conclusion peut-on tirer de ce test? Donc, avec tous les calculs qu'on a pu faire avant dans l'exercice, on a conclu qu'on avait un indice de 2,46 et un seuil de 2,201. On voit très clairement que notre indice est supérieur au seuil, ce qui nous permet de dire qu'on a une différence significative entre le nombre moyen de rené ou de retard du groupe de tuteurs entre le S1 et le S2. Donc voilà, l'ARMA est fini. On voulait vous laisser un petit mot pour vous donner tout notre courage. Et malgré le contexte hyper difficile et tout, c'est hyper important que vous gardiez vos objectifs en tête pour rester motivé pour les prochaines semaines. Donc voilà, bon courage à vous. Voilà, vous êtes hyper motivé, vous êtes hyper courageux. Ce confinement, vous allez le défoncer. Du coup, on croit en vous. Et puis si jamais vous avez la moindre question, si vous avez juste envie de parler, n'hésitez surtout pas à envoyer un message à vos tuteurs. Et n'oubliez pas que le tutorat sera toujours là pour vous. Bon courage! Salut!